Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour accueillir Denis Pivot. Denis Pivot qui est déjà venu dans notre maison d'édition pour un livre qui s'appelait Des piolets et des hommes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'est un livre qui est déjà presque épuisé, qui était sur la famille Simon. Parce que Denis, présente-toi en quelques mots. Denis, d'abord tu es passionné par le matériel de montagne un peu ancien. On te connaît à Chamonix pour avoir découvert le bâton de Jacques Balmat. Oui, enfin découvert. Retrouvé. Permis de le partager avec le public. Ouais. Puisqu'il était détenu depuis 5 générations dans la même famille, la famille de Voissou, des Sonnettes. Et il gardait ça absolument secret. Et puis j'ai réussi à les convaincre de partager ce témoignage des débuts de l'alpinisme, le premier outil de l'alpinisme. Ouais. Et maintenant, il est visible au musée alpin. Alors, plus maintenant parce qu'il est en réflexion, mais il sera en très bonne position au musée alpin quand il réouvrira. Ouais. Et donc, tu es guide de haute montagne? Oui, guide de haute montagne. J'étais professeur à l'ENSA aussi. Oh. Bonsoir Maryse, installe-toi. Et non mais regarde, tu peux te mettre là si tu veux. Ben oui. Et le matériel de montagne, en fait, j'ai toujours aimé bricoler et améliorer mon matériel. Puis après, des fabricants m'ont demandé d'améliorer le matériel qu'ils concevaient. Et puis, donc, ça fait plus de 30 ans que je crée du matériel pour différentes marques. Charles & Moser, enfin, pour ce qui est du matériel de montagne, Charles & Moser et Camp maintenant depuis 23 ans. Et puis après, à force de concevoir du matériel, on a envie de remonter un petit peu aux sources. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des outils qui sont utilisés par les alpinistes. Et ce soir, tu viens pour un livre complètement différent, Les miracles de la neige. Les miracles de la neige, ça c'est un titre assez étonnant. Oui, alors pourquoi les miracles de la neige? En fait, j'étais devenu Monsieur Piolet et ça commençait à m'énerver. Oui, les piolets. Bon, et ce livre sur les piolets, qui n'est pas un livre sur les piolets, qui est sur le matériel d'alpinisme, mais voilà, au début, il y avait des piolets, alors bien sûr qu'on parle de piolets. Et ça a été un grand travail fantastique de recherche et d'enquête. Donc un travail parfois laborieux, mais avec des très belles découvertes. Et là, j'avais envie, et puis avec beaucoup d'iconographie, donc c'est très compliqué un livre quand il y a beaucoup d'iconographie parce qu'il y a des droits, il faut faire des photos. Il n'y en a pas. Hein. Et alors là, je voulais plus de légendes, plus de photos, faire quelque chose de très simple. Et en fait, de répondre à une question, pourquoi j'aime la neige? Voilà. Eh bien, on va commencer déjà pour entendre ta petite musique, parce que tu as une belle écriture. Depuis ma naissance et jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai toujours été malade. Un médecin finit par suspecter que ces infections à répétition pouvaient venir d'une malformation congénitale. Il proposa à mes parents de m'ouvrir la région abdominale à la recherche d'une origine infectieuse. L'opération était risquée puisqu'elle consistait à inciser la moitié de mon tour de taille depuis le pubis jusqu'au rein pour un résultat incertain. Peut-être faudrait-il m'enlever un rein. L'exploration révéla que la cause de tous ces maux était une artère qui comprimait mon urtère, créant ces infections et des calculs rénaux. Après l'opération, je retrouvai la santé, repris du poids tout en restant un enfant chétif. Mais ma colonne vertébrale se tordait progressivement et dès le CE2, les médecins m'interdirent l'éducation physique scolaire pour la remplacer par de la gymnastique corrective dispensée par le kinésithérapeute. À 13 ans, la déformation était telle que j'eus le corps plâtré pendant 2 mois, puis un corset en acier et plexiglas porté jour et nuit jusqu'à la fin de ma croissance, à 18 ans. Cette contrainte a peut-être été ma chance. Comme je compris bien vite que mon désir de ressembler aux autres adolescents ne pourrait jamais se réaliser, j'ai cultivé ma différence.
Il découvrait la fierté de fumer et de boire de l'alcool. Je refusais la moindre cigarette et restais sobre. J'étais aidée en cela par ma peur de devenir comme mon père à cause de ces 2 addictions. Ils s'habillaient tous avec des blue jeans. J'en ai jamais porté de ma vie. Il est vrai que leur coupe ajustée aurait fait ressortir les grosses têtes de vis du corset et m'aurait donné une allure de Frankenstein. L'hiver, ils arboraient leurs anoraks de ski, je portais une doudoune, utilisée à cette époque uniquement par les alpinistes pour donner un peu de rondodité à ma silhouette de grand échalas raide comme un piquet. Ben, t'étais pas très disposé à devenir guide, hein? Je suis pas bien parti dans la vie. C'est pas, hein? Oui. Et quand j'ai quitté mon corset, le médecin qui m'a suivi pendant les 5 années m'a dit qu'il fallait surtout pas que je fasse de l'escalade et que je souffrirais du dos toute ma vie. Donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de pas faire et je n'ai pas souffert du dos plus que d'autres. Et voilà. Et donc il ne faut pas toujours écouter ce que disent les médecins. Non. Mais enfin, il y a encore une autre explication aussi à cette passion de la neige, mais enfin ça viendra après, mais il y a une autre, c'est la lecture. La lecture devint mon seul loisir. Ma sœur aînée m'offrit vers mes 14 ans Montagne pour un homme nu de Pierre Mazot qui me révéla le monde de l'alpinisme. J'étais loin de comprendre tout le texte. Comment pouvait-il grimper en plantant des clous alors que les clous se fixent sous les chaussures ? Pourquoi un passage rocheux était à vache alors que les vaches ne font pas d'escalade ? Je découvris un univers à l'antipode de mes capacités physiques qui me fascinait par son inaccessibilité. Faute de pouvoir pratiquer, j'ai cherché à comprendre en lisant comme un boulimique tout ce qui concernait l'alpinisme et l'escalade. J'écumais les bibliothèques à la recherche de toutes les revues du club alpin depuis leur création en 1905. Je dévorais des récits des pionniers et alpinistes contemporains, des manuels de technique. J'ai appris les itinéraires, je me répétais les noms de toutes les aiguilles de Chamonix depuis l'Aisne jusqu'à l'aiguille du Midi et la liste des 14 8000 comme si je les avais déjà fréquentées. Avant de pratiquer l'alpinisme, j'ai été initiée à l'escalade par les livres afin d'être prêt dès que je quitterais mon carcan. L'évasion par la lecture. Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Je ne pouvais pas monter sur un vélo, par exemple. J'avais les plaques qui si je voulais me pencher vers le guidon, les plaques me rentraient dans les cuisses. Le principe d'un corset, c'est que pour tendre la colonne, on est dans cette position-là, donc avec des plaques qui passent sous les bras, et c'est le poids des bras qui met en tension la colonne, et la colonne appuie sur les hanches, donc il descend très bas sur les hanches. Et puis pour corriger le S de la scoliose, eh ben, il y a des plaques qui appuient d'un côté et de l'autre pour essayer d'avoir une colonne droite. Et puis il faut resserrer, et puis quand on va voir le médecin, il dit « Ah ben non, il faudrait resserrer ». Alors lui, il pousse, lui, c'est « Ah ben 2 crans de plus ». Et ça fait mal. Ça a duré 5 ans. Ouais. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi les miracles de la neige. La première fois de ma vie que je me suis dit « C'est le plus beau jour de ma vie », je devais avoir 7 ans. J'étais un Savoyard exilé à Paris. Ce matin-là, avant même de regarder par la fenêtre, je fus intriguée car une lumière surnaturelle baignait l'appartement. La neige qui vient d'en haut génère une lumière qui vient d'en bas, inversant les ombres. Je m'étais endormie dans un monde, je me suis réveillée dans un autre, reconnaissant envers ce cadeau inattendu. Dehors, la ville était transformée. Les voitures ne circulaient plus, celles en stationnement n'étaient que d'énigmatiques silhouettes arrondies, identiques, quel que soit le modèle, masquant les différences sociales. La neige cache en se rendant visible. Elle simplifie le paysage, atténue les sons. L'absence de son est un blanc. Si le silence devait s'incarner en une matière, ce serait dans la neige, écrit Amélie Nothomb. Le blanc ralentissait et unifiait la ville. Les activités étaient gelées, même l'école avait porte close. Le miracle s'ajoutait au miracle. Dans la rue, nous, les enfants, avions pris possession de ce nouveau territoire. Bataille de boules de neige, glissade, bonhomme à nez carotte. Comme tous les enfants, j'aimais voir tomber la neige, courir après les flocons pour les attraper,
observer l'infinie variété des cristaux en étoiles et regretter leur disparition alors que l'émotion de la découverte venait de poindre. Quelle jubilation! Je pouvais la manger, glisser dessus, me rouler dedans sans risque de me faire gronder puisque la neige ne salit pas. Nous étions les seuls à emplir le silence qui s'était abattu sur la cité. Les adultes grognons s'évertuaient à faire disparaître le plus vite possible la cause du chaos. Il fallait remettre de l'ordre, montrer qu'en ville la nature n'a pas droit de cité. Dès le lendemain, l'école avait repris avec la suppression de la récréation pour cause de risque de glissade, comme si le monde des adultes devait nous faire payer notre trop-plein de bonheur. Ton premier beau souvenir, c'est la neige. Ouais, alors, cette neige-là, à Paris, donc, c'était au moins 30 cm de neige. Bon, ça paraît inimaginable aujourd'hui, hein, avoir 30 cm de neige à Paris. Il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant, mais tout était arrêté, quoi. Et c'était, oui, un miracle, quoi. Et puis en plus, après, on apprend l'école, on n'a pas école. Enfin, c'est deuxième miracle. Incroyable. Et surtout, il y avait que les enfants qui étaient heureux. Mais je crois que tous les enfants aiment la neige. Des enfants qui se plaignent du froid, qui disent qu'ils ont... Enfin, j'ai mon petit-fils, là, il a 2 ans, il va dans la neige, il prend la neige, il joue avec, il rigole, mais j'ai jamais entendu me dire « j'ai froid aux mains ». Et moi, je lui prends les mains, je lui dis « mais t'as pas froid ?» Et il comprend pas pourquoi je lui dis ça. Ce qui est important, c'est... Et la neige, en elle-même, a quelque chose de miraculeux. Vous vous réveillez le matin, bon, souvent il neige la nuit, puisque la nuit il fait plus froid. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre et tout le paysage a changé. Donc voilà, ça, c'est le... Mais on en rêve. Ils annoncent ça demain matin. Alors, normalement, en sortant, là, jusqu'à on va sortir, vous allez voir... Un autre miracle de la neige va tomber au moment où on va sortir. Ne t'avance pas trop quand même. J'ai demandé à l'office du tourisme, ouais. Ils m'ont assuré qu'il y aurait la neige. De retour en Savoie, je découvris que tous les adultes ne considéraient pas la neige comme une ennemie. Ici, les récréations se prolongeaient le temps que finissent les jeux de neige. Quand il gelait, le maître d'école arrosait même une partie de la cour afin de permettre les concours de glissade. Mon grand-père paternel m'a offert ma première paire de skis pour le Noël de mes 9 ans. Ensemble, nous sommes allés choisir des Rossignols Espoir bleu avec fixation automatique, le nec plus ultra de la modernité. Pour les chaussures, il avait préféré le modèle en cuir noir à lacets. La version à crochet lui semblait trop exclusive. Avec mes brodequins, je pourrais skier mais aussi marcher pour d'autres activités. Mon grand-père était né comme tous ses aïeux à 16, en dessous du col du Petit Saint-Bernard. L'hiver, il fabriquait ses skis. Nous n'avions que ça à faire, disait-il, à partir de planches en frêne. Il les rabotait pour les affiner en spatule et talons, mais gardait une forte épaisseur à l'emplacement du pied. Après avoir joint les 2 skis et lié leurs extrémités, il glissait un rondin entre les planches pour leur donner le galbe, alors qu'une cale soulevait les spatules. La permanence du cambre était obtenue à la vapeur, en déposant les skis au-dessus d'un chaudron d'eau en ébullition. Ensuite, au milieu du ski, il réalisait une mortaise afin de passer une patte métallique qui servait à fixer l'étrier de maintien de la chaussure. Bien sûr, cette perforation créait une faiblesse dans la structure, provoquant la casse systématique du ski. Peu importe, il suffisait d'en refaire un, ni les planches ni le temps ne manquaient. Le ski avait été son activité de loisir hivernale d'enfance. Il le pratiquait sur son territoire jusqu'au col du Petit Saint-Bernard. Pour ne pas reculer à la montée, il entortillait une ficelle autour de la planche. Comme le talon de la chaussure n'était pas fixé, le pied s'articulait autour de l'étrier grâce à un serrage parfaitement dosé. Arrivé en haut, il enlevait la ficelle, frottait la semelle avec une bougie et dévalait la pente en jouant au premier en bas. On comprend déjà mieux ta passion pour le matériel. Sachant qu'il y a un grand-père qui fabriquait des skis. Oui, j'ai toujours été bricoleur. Et puis, en fait, c'est pas un récit récurrent de mon grand-père. Il m'en a parlé qu'une fois. Mais il y avait de l'émotion. Et
je pense que c'est pour ça que j'ai retenu tout ce récit. Ouais. Et puis, voilà, bon, j'étais vraiment jeune, mais j'ai ressenti une volonté de transmettre. Lui aussi, puisqu'il te l'a transmis. Alors oui, aussi. Ouais. Et puis, pour lui, c'était important. Alors pourquoi moi? Pourquoi il n'a pas acheté des skis à mes sœurs? Bon, les filles, à cette époque-là, mon grand-père est né, alors c'est facile, il est né le 7-7-7. 7 juillet 1907. Ah. Donc il est d'une génération où ce qui était important, c'était les garçons. Et puis d'autant plus moi, parce que de sa lignée, j'étais le dernier garçon donc à porter le nom Pivot. Et il attendait que j'ai un fils. Ma fille est là, ma première fille. Après, j'ai eu une deuxième fille. Et il est décédé avant de voir mon fils. Mais voilà, il savait que Annie attendait un fils et ça l'a rassuré. Alors, pour lui, la transmission était quelque chose d'important et de transmettre les valeurs qui lui semblaient importantes. Ben oui, et que tu as bien retenu et que tu transmets de nouveau d'une belle manière. Dans ce livre, il y a beaucoup de passages où tu parles de toi, c'est autobiographique, et puis il y a beaucoup de digressions où tu parles aussi de l'histoire, du ski, de plein de choses. Enfin, c'est très érudit, comme dit Charlie. Ça t'énerve quand on dit ça, mais c'est quand même très érudit. Oui, j'aime pas le terme érudit, je suis pas un érudit. Comme je te disais, le Super Banco, souvent je sais pas répondre. Pour moi, l'érudit, c'est celui qui répond toujours au Super Banco. Non, bon, il y a beaucoup d'émotions, vous le ressentez. Je pouvais pas faire un récit que de ça, j'ai besoin de faire des... pour souffler. Voilà. Eh ben, on va souffler. Faire des digressions. Et puis, j'ai toujours aimé me poser des questions. Tu veux tout savoir. Voilà, la neige, ok, c'est beau, c'est miraculeux, mais comment elle se forme? Et puis, le ski, je fais du ski, mais quand on a commencé à faire du ski, comment la neige était considérée dans les peuples primitifs. Et voilà. Et donc, à chaque fois, il y a une expérience personnelle et puis une réflexion plus générale, bon, souvent historique parce que j'aime bien retracer le cours des choses. Ah, t'aimes bien tout comprendre et tout savoir. Et qui permet de respirer. Sinon, ça me semblait un peu trop... je raconte pas l'histoire de Cosette. Voilà. Alors, on va respirer. L'histoire du ski de randonnée remonte à des temps immémoriaux. La neige est l'édredon qui protège la nature du froid de l'hiver, mais pour les humains et les animaux, elle est surtout un obstacle au déplacement. La survie de l'homme préhistorique dépendait de sa capacité à se déplacer rapidement sur la neige afin de chasser pour se nourrir. Le ski est né de la nécessité. D'après les recherches les plus récentes, le ski est apparu à la fin du Paléolithique, il y a environ 10 000 ans, en Baltique orientale au nord-est de l'Europe. 3 à 4 000 ans plus tard, son utilisation s'est répandue vers la Finlande et la Scandinavie, puis vers 3 000 ans avant Jésus-Christ, en direction de la Sibérie. La culture Kunda couvrait un vaste territoire plat parsemé de marais, de lacs, de cours d'eau ainsi que de forêts de pins et de bouleaux. Pour se déplacer, ce peuple nomade de chasseurs-cueilleurs utilisait des pirogues taillées dans la masse de troncs d'arbres. Entre deux lacs ou rivières, celles-ci étaient vraisemblablement halées sur l'herbe à force humaine. Par analogie avec ces embarcations apparut le traîneau en forme de barque légère, ancêtre de la poulka lapone, qui permit les déplacements sur neige. Puis vinrent les traîneaux à chiens pour transporter les marchandises et épargner les efforts aux humains. Le passage des pieds sur les 2 patins du traîneau aux pieds sur 2 skis indépendants est une évolution logique et inéluctable qui a tout de même demandé 8 siècles, si l'on se réfère aux datations des vestiges retrouvés à ce jour. 8 siècles, c'est énorme. Ben oui, mais alors il y a des choses. Déjà, beaucoup de gens croient que ça vient de la Sibérie, alors qu'en fait, le ski est né entre l'Oural et la Baltique. Et puis après, il est remonté en Scandinavie, et puis de la Scandinavie, il est allé en Sibérie. Donc c'était plutôt plat, en fait.
Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était une région remplie de lacs. Et il fallait se déplacer pour suivre c'était des chasseurs-cueilleurs, donc pour suivre le gibier, il fallait se déplacer. Donc, ils ont d'abord inventé la barque qui était creusée dans un tronc d'arbre. Ensuite, quand arrivait l'hiver, il fallait suivre les troupeaux de rennes et ils se sont aperçus qu'en tirant les barques, ils pouvaient transporter des choses dessus. Et ces barques étaient sûrement instables sur la neige. Donc, comme elles étaient instables, ils ont eu l'idée de mettre 2 petites barques et de faire un plateau. Et là, on passe à la poulka. Mais ces 2 barques étaient toujours taillées dans un tronc. Ils savaient déjà plier à chaud des planches, ils savaient faire ça, mais comme la tradition était de faire des barques, la tradition quand ils faisaient des barques, c'était de tailler dans un tronc la barque. L'évolution du ski s'est fait, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il vient de la barque, puisque il n'a pas été fait avec des planches pliées comme le faisait mon grand-père. Et en fait, c'est la glisse sur l'eau qui a inspiré le ski. C'est la glisse sur l'eau qui a inspiré le ski. Et quand il y a eu 2 patins, donc puisque une grosse barque, c'était pas assez stable, dans l'eau ça va bien, mais sur la neige c'est pas assez stable. Donc à part quand elle est poudreuse, mais elle n'est pas toujours poudreuse. Et donc après ils ont mis deux patins. Et il a quand même fallu 800 ans pour qu'ils aient l'idée, parce que les patins, ils mettaient les pieds dessus. Alors au début, c'était tiré par les gens, après, ça a été tiré par les chiens. Et ils ont fini par avoir l'idée, parce que les 2 patins étaient indépendants. Et ils ont dû avoir l'idée, après, de skier dessus. Et les premiers skis étaient très larges, un peu comme des Fat Boys maintenant. 1,50 m, le plus vieux retrouvé fait 1,50 m de large et 10-15 cm de... 1,50 m de long et 10-15 cm de large. Voilà. Ouais. Et puis ils mettaient des lanières pour fixer... Alors, les lanières, on ne les a pas retrouvées, puisqu'on a retrouvé ça dans la tourbe qui permet de conserver. Alors, ce qui est marrant, c'est que le rapport avec le mot skipper, qui n'a pas du tout la même origine, mais ce qui est marrant, c'est que le conducteur d'un bateau s'appelle un skipper, et dans le skipper, il y a ski, bien que ça vient de ship, en fait, de l'anglais ship. Mais voilà, c'est amusant de voir ce parallèle qu'on retrouve maintenant. On va revenir à toi tout doucement. Lorsque j'ai pu quitter mon corset, mes muscles atrophiés ne soutenaient pas mon corps une journée entière. Il me fallut m'allonger ou remettre le corset quelques heures pour décharger la musculature dorsale. Au bout de 2 à 3 semaines, cela n'était plus nécessaire, ce qui me permit de quitter avec soulagement le monde des handicapés. J'avais sympathisé avec un petit groupe de jeunes du club alpin français de Chambéry. Il y avait principalement Pierre et Jean-Yves, les meilleurs jeunes grimpeurs de notre région, et Annie, la seule fille qui voulait grimper et pratiquer le ski de randonnée. En fait, la seule fille de notre tranche d'âge, la gente féminine fréquentant peu le CAF. Aucun de nous n'était insensible à sa beauté angélique, mais son charme venait sans doute de son mutisme. Si nous arrivions à lui faire prononcer 10 paroles dans la journée, c'était bien le maximum. Cette réserve qu'elle compensait par ses rires contrastait avec une détermination et une résistance physique hors norme. En un mot, Annie était un mystère, pour ne pas dire une anomalie. Pierre, Jean-Yves, Annie et moi avions décidé de réveillonner au refuge des Évêques en Haute-Maurienne. Pour Pierre et moi, c'était notre première randonnée à ski. Voilà. Il y a 2 choses. Déjà, il y a la première randonnée à ski, oui. que tu vas peut-être nous résumer pour ton réveillon. Oula, alors, oui, ça a été... Alors, partons de la randonnée à ski. Donc, on avait loué du matériel, on est parti. On est parti tard, c'était le réveillon. Donc, la nuit tombe tôt. On avait mis du temps déjà pour charger tout en partant de Chambéry. Donc, on habitait à Chambéry, à côté de Chambéry. Et puis, le temps n'était pas beau, la nuit est tombée.
Les pots que j'avais loués au CAF, c'était pas des pots autocollantes. Les lanières se sont cassées. J'avais des chaussures de ski. Donc, je ne pouvais plus marcher avec les skis. Donc, je marchais avec les chaussures. Mais j'étais obligé d'ouvrir les crochets pour pouvoir marcher. Donc, la neige rentrait dans la chaussure. Et puis, Annie et Jean-Yves, qui étaient les deux plus expérimentés, nous ont dit « Attendez, on va aller chercher le refuge ». Le refuge, ils ne l'ont pas trouvé parce que la tempête, au début c'était de la neige, après c'était de la tempête, du vent. Et nous, on s'est retrouvés tout seuls avec Pierre dans la nuit. Bien sûr, on n'avait qu'une frontale pour 4, une frontale, une lampe de poche qu'on tenait à la main. Et voilà, et on s'est dit, alors moi j'avais une connaissance livresque de la montagne. Hein. Je n'avais aucune expérience, mais j'avais énormément lu. Donc, j'ai fait l'inventaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et j'en ai déduit qu'il fallait creuser un trou dans la neige. Parce qu'on était incapable de redescendre à la voiture. Ouais. Et donc, on s'apprêtait, bien sûr, on n'avait pas de pelle, à creuser notre trou. Et à ce moment-là, donc, premier miracle, je ne sais pas comment, parce que vraiment, c'était une tempête de neige plus la nuit, Jean-Yves et Annie nous retrouvent. Donc, on commence à discuter et à se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de rentrer à la voiture? Est-ce qu'on creuse un trou? Et alors qu'on était en train de discuter, je vois une lueur. Et je leur dis, j'ai vu une lueur. Ils me disent, non, c'est pas possible. On se met tous à scruter la nuit et on voit d'autres lueurs. Donc, on se dirige vers cette... de temps en temps, il y avait des lueurs. Et en fait, la tempête qui nous avait perdus nous a permis de nous retrouver parce que les lueurs, c'était le refuge. En fait, on était à 100 mètres du refuge des Évêques, mais le vent était tellement fort qu'il aspirait par moments les braises du poêle. Il y avait des gens aussi qui réveillonnaient. Et les braises du poêle sortaient par la cheminée et partaient dans le vent. Et c'est grâce à ça donc qu'on a pu rejoindre le refuge. Et quand on a ouvert la porte, il y avait 3 personnes qui réveillonnaient et qui nous ont vus avec nos têtes, mais tout gelé de partout. Oui, ils n'en revenaient pas. Donc voilà, encore un miracle de la neige. Et voilà, première sortie. Pas dégoûté. Eh bien, normalement, j'aurais dû jamais remettre les pieds en montagne. Mais... Et puis... C'était tellement mieux que dans les livres. Et dans cette première sortie, il y a Annie. Oui. Annie qui sera de toutes les sorties. Oui. Mais ça, vous allez le voir dans le livre, vous allez le découvrir. Annie, ça reste toujours un mystère pour moi. Et que tu as fini par épouser au bout de combien de temps? Il m'a fallu... Il a bien fallu 5 années avant que je suis 10. Ah oui. Bon, après, il faut dire que vous êtes aussi les champions du réveillon en refuge. Hein. Après, c'est devenu une tradition. Voilà, tous les Noël, c'était en famille. Et réveillon, c'était avec les amis. Et avec les amis, on allait dans un refuge et on réveillonnait ensemble. On va souffler. Soufflons. Le blanc. Le blanc est l'absence de couleur. Celle qui les contient toutes, le rien. Comment lire le rien? Comment lire une page blanche? 3 de nos sens nous permettent de décrypter la neige. La vue, le toucher et l'ouïe. Les nuances du blanc indiquent la qualité de la neige. Les reflets étincelants de la poudreuse. La couleur matée du névé. Le blanc de la neige qui vient de tomber est aveuglant car il réfléchit 90% de la lumière. Cette malice de la neige la préserve de la fonte. En revanche, la couleur de la vieille neige ternie de printemps précipite sa disparition car elle ne reflète plus que 40% du rayonnement. Les vents du sable d'Afrique portés par le sirocco viennent la rehausser de beige ou de rose sur toutes les Alpes. Mais le plus surprenant est cette couleur rouge donnée par une micro-algue. Alors là, j'ai du mal à le dire, mais on va essayer. Personne ne retient le nom. Hein. Le Schlamidomanas nivalis. C'est ça, c'est le nom en latin.
appelé aussi sang des glaciers, qui fait partie de la famille des algues vertes. Cet organisme unicellulaire a besoin d'eau pour vivre. Malgré les basses températures, sa pigmentation permet d'absorber la chaleur nécessaire à son enrobage d'une pellicule humide. Si la mer de glace n'a pas de poissons, elle a toutefois des algues. L'aspect de la surface peut raconter l'histoire depuis la dernière chute de neige. Les boules d'une ancienne avalanche, les stries d'une neige soufflée, les sillons de la pluie qui a ruisselé, le manteau neigeux balafré d'une grande faille béante. Le vent, parfois, fait ressurgir des souvenirs en mettant à nu de vieilles traces humaines ou animales, tout comme des fouilles archéologiques mettent en évidence des fossiles. Les empreintes d'animaux dans la neige sont des mouvements immobiles. Ici, un renard a tenté d'attraper un lièvre. Là, un rapace a laissé la marque de ses ailes déployées, centrées sur une tache rouge vif, à l'endroit où il a fondu sur un lacopète. Plus loin, une trace de marmotte va de son trou jusqu'à une plaque d'herbe où elle a pris son premier repas du printemps. Les traces humaines à la montée reflètent l'expérience mais aussi le caractère de l'auteur. Il y a les monte à plat et les drés dans le pentu, les hésitants et les décidés, les audacieux et les prudents, les débutants et les expérimentés. Le ski de randonnée est un sport d'initié. La neige doit être apprivoisée lentement, précautionneusement, avec humilité et respect, comme le renard l'est par le Petit Prince. Alors là, on fait une grande part à la vision. Dans notre culture, la vision est quelque chose de très, 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 très important. Si on prend, nous, les cartes, une carte topographique, c'est une représentation visuelle du relief. Il y a un explorateur, un ethnologue qui était dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, c'est plat. Nous, on se repère avec les montagnes, on se repère avec nos cartes. Et on sait que quand c'est plat, quand on fait de l'orientation, il faut des points caractéristiques. Et là, il n'y a pas de points caractéristiques. Or, les Esquimaux savent se déplacer parfaitement et s'ils veulent aller d'un point à un autre, ils n'ont pas de carte. Et l'explorateur leur dit, il était avec des Esquimaux, et il leur dit je vois que je n'entends rien. Et les Esquimaux, eux, lui disent j'entends que je ne vois rien. Parce que en fait, leur carte est uniquement auditive. C'est-à-dire qu'ils savent que quand ils sont à tel endroit, ils ont le bruit, je sais pas, du vent qui arrive toujours de ce côté-là. Ils savent que la mer qui bouge en dessous de la glace a cette et en fait, leur carte, elle, est auditive. Et ça leur permet de se déplacer sans boussole, dans un brouillard, dans le blizzard, le blizzard qu'il y a dans le Grand Nord, et d'aller parfaitement, de toujours se repérer, mais avec une culture différente de la nôtre. Nous, on privilégie toujours la vision, et eux privilégient l'ouïe. Et je donne comme dans le livre, je dis, mais essayez de faire une randonnée. Et je donne un autre exemple. Lorsque je me suis occupé d'enfants pour les initier au ski de rando, donc je leur apprenais à chercher un narva. Et ils cherchaient un narva comme ils jouaient à cache-cache. C'est-à-dire qu'ils cherchaient avec les yeux. Et ça ne marchait pas, ils n'arrivaient pas à trouver. Et j'ai eu l'idée de leur bander les yeux. À partir du moment où je leur ai bandé les yeux, ils écoutaient plus que leurs oreilles. Donc les narvas étaient moins sophistiqués que maintenant. Ils étaient avec un son. Donc on doit, en fonction de la modulation du son, on sait si on se rapproche ou si on s'éloigne. Et à partir du moment où je leur ai bandé les yeux, ils sont devenus aussi rapides qu'un adulte expérimenté. Voilà. Donc l'importance de l'ouïe, et il faut en montagne savoir ouvrir ses oreilles. Ben oui, surtout quand on est perdu dans le brouillard, parce que ça t'arrive souvent quand même, ça. Hein. Ça arrive à tous les guides. Oui. Enfin bon, tous ceux qui... Un guide ne se perd pas. Non, ben non. Il explore.
Et il y a d'autres sens aussi que tu explores. C'est la gravitation terrestre a conditionné la physiologie et la morphologie de l'être humain. Le ski de randonnée fait partie de son éternel affrontement contre la gravité. Elle a 3 conséquences primordiales. Elle s'oppose à la montée, elle est le moteur de la descente et toujours la cause de l'avalanche ou de la chute du skieur. Indirectement, elle fait découvrir les émotions liées aux grandes dénivellations que seule la montagne peut offrir. En montée, la gravité ne pourrait être considérée comme une ennemie. Mais le plaisir ainsi gagné est supérieur au plaisir obtenu sans effort. La montée en ski de randonnée offre une satisfaction que le ski de piste, avec ses remontées mécaniques, ne peut apporter. Elle donne une valeur ajoutée à la descente, un peu comme un dessert longuement préparé que l'on prend le temps de déguster à petites bouchées pour mieux en apprécier la saveur. Il y a aussi parfois l'envie de se goinfrer à un champ de poudreuse sans modération. La montée à ski oppose la qualité à la quantité, le gratuit au payant. Elle offre ce qui ne s'achète pas. L'agréable a pour ennemi son contraire, le pénible, mais l'un ne peut exister sans l'autre. Le corps, qui a plus d'un tour dans son sac, produit des hormones à l'effort pour transformer le pénible en agréable. La dopamine procure une récompense immédiate après une difficulté surmontée, franchissement d'un obstacle, arrivée au sommet, résolution d'un problème. La sérotonine, stimulée aussi par le soleil, combat le stress et donne du bien-être. L'endorphine lutte contre la douleur. Il n'en reste pas moins qu'un corps entraîné souffre moins et aura donc plus de plaisir à l'effort. Il est communément admis que l'effort ne doit pas dépasser une certaine intensité pour rester un plaisir. Cette intensité est variable en fonction de la condition physique, du degré d'entraînement et de l'acceptation de l'effort. Le moyen le plus simple pour atténuer la gravité est d'alléger le matériel transporté. Les compétiteurs de ski alpinisme ont porté cette recherche de la légèreté à son paroxysme, car elle procure une amélioration significative des performances. Et là, on va parler un peu du ski alpinisme, parce que ça, c'est un peu ta spécialité, non ? Oui. Alors, en fait, à l'origine, au Cap de Chambéry, il y avait une tradition de faire ce qu'on appelait des rallyes de ski alpinisme. Et le Cap de Chambéry participait, il y a eu les rallyes CAFCAI, donc entre le club alpin et puis le français et le club alpin italien. On peut expliquer ce que c'est quand même en 2 mots, on sait pas tous. Alors un rallye, c'était sur le principe d'un rallye automobile, c'est-à-dire qu'il y avait un parcours imposé avec des spéciales. Le parcours imposé, il doit être fait dans un temps limite. Et les spéciales, ce sont des épreuves chronométrées qui pouvaient être un slalom encordé. Oui, encordé, c'est très marrant. Pratique quand même ça. Ou même quand on était des équipes de 3, on montait un traîneau avec les skis. Il y en a un qui était dans le traîneau et on faisait un slalom avec traîneau. Arrivé en bas, le faux blessé était parfois un vrai blessé. Oui. Il y avait des épreuves d'igloo, il y avait des épreuves. Les Italiens étaient capables de faire des 2 pièces, cuisine, salle de bain. C'était vraiment des spécialistes. Il y avait un prix pour le plus bel igloo, bien sûr. Nous, on avait été lamentables, on n'arrivait pas à fermer l'igloo et on était allé prendre une grosse plaque j'étais avec Annie, et on était allé prendre une grosse plaque de Rogel et on l'avait soulevée et ça avait fait un toit plat, on n'avait pas eu de prix. Mais donc ça existe toujours ça ? Alors les rallyes, non, ils ont disparu parce qu'ils ont alors il y avait déjà des épreuves chronométrées du début jusqu'à la fin. Alors le rallye, c'était un petit peu combinationné, parce qu'on ne savait jamais les critères. Il y avait par exemple une descente en temps imposé, mais le temps était secret. Donc si on allait trop vite, il fallait tomber juste sur le bon temps. Si on allait trop vite, on avait des pénalités. Si on n'allait pas assez vite, on n'avait pas de pénalité. Mais on n'avait pas les critères pour faire le temps secret. Enfin bon, pour nous, c'était surtout l'occasion de découvrir des massifs, la Brenta, la Damello, la Bernina. Et de rencontrer, c'était des rallyes internationaux, et de rencontrer des gens et
et voilà, et de créer des amitiés. Et alors le ski alpinisme dans tout ça? Et alors après, eh bien une façon beaucoup plus simple de comprendre, c'est que comment se déroule l'épreuve, tout le monde part en même temps, il y a un chronomètre et le premier qui est arrivé a gagné. Et donc ce type de course, en France, est réapparu d'abord avec la pierre à maintes, d'abord avec la grande trace, puis avec la pierre à maintes, puis se sont développés et maintenant c'est devenu la forme. Alors après ça a encore évolué et voilà. Et donc nous on a participé à ça. J'ai participé aussi à l'organisation, à la structuration, parce que j'étais à la fois organisateur. J'ai fait une course qui s'appelait le Rallye du Mont Blanc. J'étais à la fois organisateur et compétiteur. Oui. Donc je connaissais tous les organisateurs parce que je faisais le circuit des compétitions. Et puis à un moment on s'est dit il faudrait qu'on se fédère, qu'on fasse un circuit. Et comme ça est parti d'abord une Coupe de France, et puis après un championnat d'Europe, et puis une équipe de France. Et voilà, et j'ai créé, grâce à l'FFME et à l'ENSA, puisque les deux s'étaient associés pour financer mon poste. Et c'est comme ça que j'ai créé la première équipe de France de ski alpinisme. C'est toi qui l'as créé? Oui, enfin moi, sans le soutien de la FFME, tout seul, j'aurais rien pu faire. Hein. Donc le ski alpinisme, c'est du ski de rando en compète? Tout à fait, ouais. C'est un peu ça, quoi. C'est la compétition. Alors après, oui, on l'appelle skimo, il y a plein de noms, il y a eu... Alors, ski alpinisme, et puis après, comme ça s'est internationalisé, les Espagnols qui skient dans les Pyrénées, alpinisme, ça les énerve un petit peu, donc on a appelé ça ski mountaineering. Ah ouais. Et ça a été retraduit en français par ski de montagne, au lieu de traduire par ski alpinisme. Donc, et puis après, maintenant, on dit skimo. Aussi. Skimo. Moi j'aime bien skimo parce que ça veut penser aux Esquimaux. Ouais. Les Italiens appellent ça le skimo. Donc tu as passé en fait ta vie en ski de rando pratiquement, à part guide en grimpant et... Oui, l'hiver je faisais que de la rando. Neige. Que de la rando, pas de piste, que de la rando. Les pistes c'était le diable. Mais tu as quand même pris beaucoup de risques, et risquer sa vie n'est pas nécessairement affronter la mort, mais plutôt déplacer la frontière de son existence avec le curseur du désir. La mort est l'ultime frontière. Qu'y a-t-il de l'autre côté? La littérature fourmille de témoignages sur la révélation soudaine de l'existence de Dieu. Pour ma part, j'ai eu la révélation de sa non-existence, j'avais 5 ans. Tous les soirs, au coucher, ma mère me faisait réciter le Notre Père et formuler des vœux. Mon papa ayant mal aux dents, j'ai demandé à Dieu de calmer sa douleur avant de m'endormir. J'ai réfléchi au sens de ma prière. Il m'est apparu que Dieu était une invention des hommes pour soulager leur souffrance et expliquer l'inexplicable. De cet instant qui est resté gravé dans ma mémoire, je n'ai plus cru en Dieu. 4 fois, j'ai été à la frontière de la mort, mais sans avoir la conscience que j'allais mourir. J'en suis toujours revenue avec un plus profond attachement à la vie parce qu'après la mort, il y a selon moi que le néant, comme avant la vie. S'il n'y a pas de vie après la mort, notre bref passage sur Terre ne doit pas être gaspillé par l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà. L'immortel n'est pas celui qui ne meurt pas, mais celui qui ne renonce jamais à vivre. En ce sens, je suis immortel. La plupart de mes amis d'aventure sont morts en montagne. Eux aussi sont immortels, car ils survivent dans ma mémoire. Ils viennent prendre de mes nouvelles dans mes rêves. Leur expérience ou leurs erreurs me guident parfois dans les décisions difficiles. Ils m'accompagnent même si je sais que leur présence n'est qu'une création de mon cerveau. Mais je veux bien mourir un jour et je ne serai donc plus immortel. Aucune importance. Dans mon néant, je ne le serai pas. Ouais. Mais c'est beau de dire ça. Je suis immortel. Alors, j'ai été un peu aidé par Eri De Luca. Eri De Luca parle de... qui est un auteur que j'adore, parle de Don Quichotte. Et en fait, il dit que Don Quichotte est invincible. Et il dit, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la mort, mais il dit, celui qui est invincible, c'est pas celui qui gagne toujours. Celui qui est invincible, c'est celui qui renonce jamais à combattre.
Don Quichotte, il perd tous ses combats, mais il renonce jamais. Et en cela, il est invincible. Et en fait, partant de cette idée d'Éric De Luca, je l'ai transposée par rapport à la mort et ça fonctionne et à très ton bien. activité Et aussi. mon activité, ça fonctionne très bien aussi. Parce que dans le livre, vous pourrez découvrir, il y a quand même eu des passages délicats quand même, hein, des moments difficiles. Oui, j'ai même été déclaré mort pendant une expédition à l'Everest. Oui, entre autres. Annoncé, tu as eu aussi j'étais mort. Une avalanche où tu t'es vu partir. Enfin, il y a pas mal, comme tous les guides quelque part, mais tu le racontes très bien. Un peu tous les guides sont passés au moins une fois dans une avalanche. Oui, ou dans une crevasse. Ou dans une crevasse. Je suis un spécialiste des crevasses en face de moi. Oui. Alors moi, dans les crevasses, j'ai jamais passé plus haut que la taille. Je me suis toujours jeté au dernier moment, in extremis, et j'ai jamais passé la tête. Mais il y a beaucoup d'aventures que tu racontes, mais on ne peut pas tout lire. Puis de toute façon, on ne va pas tout lire. Mais là, on va quand même conclure, parce que c'est les miracles de la neige. Va neiger bientôt. Ouais. Quand vous sortez... La neige qui va se faire de plus en plus rare, mais bon. À la fin du printemps, les avalanches tombent par lassitude. Des zébrures brunâtres balafrent le flanc des versants de la montagne immaculée. Cette ambiance de fin de règne est attestée par l'inexorable avancée de la polychromie. Le miracle de la neige s'achève. La transformation du paysage doit être limitée dans le temps pour avoir valeur de prodige. Au pôle, ou à très haute altitude, les neiges éternelles résultent de températures continuellement basses. Ce sont des anomalies, pas des miracles. Celui de la neige existe par sa brièveté et son intermittence. La neige est le passé, le présent et l'avenir. En fondant, elle apporte le supplément d'eau indispensable à la croissance printanière des végétaux. Elle perpétue le cycle de la vie, la mort du blanc, permet la renaissance du vert. Son escamotage relève de la magie. On a beau savoir qu'il y a un truc, la chaleur, l'étonnement se renouvelle à chaque tour de passe-passe. Shakespeare s'est, paraît-il, demandé où va le blanc de la neige quand elle fond. Les scientifiques expliqueront que la neige réfléchit la totalité du spectre lumineux, cause de sa blancheur, alors que sous forme liquide, le spectre est complètement absorbé, rendant le milieu transparent. Cela est absolument faux. Le blanc de la neige va dans la mémoire des enfants. Les récents progrès de l'imagerie cérébrale ont permis d'identifier dans le lobule pariétal supérieur du cerveau une zone en forme de flocon de neige appelée précuneus, où résident les souvenirs heureux qui ressurgiront dès que tourbillonneront les premiers flocons de l'hiver. Jusqu'à mon dernier souffle, le miracle de la neige restera promesse du bonheur. Alors c'est une vérité un peu transformée. J'ai pris quelques libertés, mais le précuneus existe réellement, et il est réellement situé où je le décris, et il est identifié grâce à l'imagerie médicale comme le lieu des souvenirs agréables, effectivement. Merci beaucoup pour ce beau livre.